Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour et bienvenue dans notre matinale d'info, celle de Public Sénat et de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invité, il est en plein dans l'actualité, c'est le patron des patrons, comme on dit ou comme on disait, c'est le président du MEDEF, Pierre Gattaz. Bonjour, et merci d'être avec nous le bon matin pour vous interroger aujourd'hui sur ce plateau. Véronique Jacquier de Sud Radio, bonjour Véronique. Bonjour à tous. Et Gilles Leclerc de Public Sénat, bonjour Gilles. Pierre Gattaz, le MEDEF, enfin, vous avez dit, vous êtes dit déçu par la réforme en préparation du Code du travail. La CGPMEL se dit la grande victime de la version 2 de ce projet de loi. Alors la déception, elle est pour les grandes entreprises que vous représentez ou pour les petites et moyennes entreprises? C'est un peu ce qui se dit aujourd'hui. D'abord, le MEDEF représente tout le monde. Vous savez, nous avons 750 000 adhérents, dont 95% sont des PME, des TPE. Mais vous entendez cette critique que vous représentez que les grosses entreprises? Écoutez, ça, c'est nos détracteurs l'utilisent très souvent. Il y a le CAC 40 d'un côté, il y a 5 000 ETI de l'autre, et vous avez 745 000 PME, TPE qui adhèrent au MEDEF. Donc la moyenne de nos adhérents ont 20 personnes environ comme effectif. Pour revenir à votre question, oui, c'est une grande déception. C'est une très grande déception. Parce qu'en effet, une des mesures phares de ce projet de loi, c'était le plafonnement des prud'hommes, qui a donc sauté. Donc il y a un vrai recul qui fait qu'en effet, les prud'hommes, vous savez, c'est un épouvantail, notamment à l'embauche, et notamment pour les plus petites entreprises, c'est totalement la roulette de russe. Donc ce plafond introduisait une visibilité, une sécurisation de la séparation qui malheureusement a été enlevée dans la version 2. Autre grande déception, c'est que les mesures qui permettaient, les mesures unilatérales permettant à des patrons de PME de directement négocier avec ses salariés pour la réorganisation du travail, pour la mise en place d'un forfait jour par exemple, là aussi a sauté. Donc vous voyez, il y a deux mesures importantes qui concernent principalement les TPE-PME qui, dans cette version 2, ont disparu. Et donc, d'où, je dirais, notre grande déception sur cette version 2, même si, en effet, ont été préservés les accords offensifs pour l'emploi, c'est-à-dire les dispositifs permettant de se réorganiser pour la croissance, pour la conquête de nouveaux marchés, et puis la sécurisation des licenciements économiques. Mais vous voyez que malheureusement, encore une fois, grande déception sur des mesures PME, TPE qui ont disparu. Et on rappelle que les emplois sont créés dans ce pays par les PME. Principalement. Gilles Leclerc. Je note que vous félicitez quand même relativement des critères sur le licenciement économique, mais au-delà, vous réclamez depuis le début de la semaine une version 3. Est-ce que c'est un vœu pieux ou est-ce que vous avez des informations ou est-ce que finalement vous allez faire le travail de lobbying avec les parlementaires pour modifier encore ce texte? Non, mais vous êtes sûr qu'il y aura une version 3? Il faut modifier ce texte, si vous voulez. Il faut modifier, il faut absolument avoir une version 3 pour revenir à l'ambition initiale du texte. L'ambition initiale du texte, c'est recréer des emplois en France. C'est de déverrouiller le marché du travail. Les Italiens et les Espagnols l'ont fait. Les Anglais et les Allemands l'ont fait depuis longtemps. Les Espagnols et les Italiens, en déverrouillant le marché du travail, ont créé 600 000 emplois en 18 mois en Espagne, 400 000 emplois en Italie. Vous voyez bien que la situation est bloquée. Donc vous voulez revenir à la version 1? Mais je veux revenir à une version 1, idéalement. Oui, donc, du coup, le gouvernement peut dire que ça sera plus équilibré, puisqu'il parle d'équilibre aujourd'hui. Mais il n'y a pas d'équilibre aujourd'hui. Vous avez le problème, c'est est-ce qu'on veut créer de l'emploi en France, oui ou non, si vous voulez. C'est la seule question. On a un taux de chômage à 10%, on a un taux de chômage des jeunes à 25%, et dans les banlieues, c'est 40 à 50%. Ce texte-là, cette ambition, c'était justement pour recréer de l'emploi, redonner de la flexibilité, de l'agilité, non pas pour licencier, parce que les détracteurs de ce texte disent c'est pour licencier, etc. Non, un chef d'entreprise doit s'adapter en permanence, mais pas du tout en licenciant immédiatement. Vous savez, dans nos entreprises, vous embauchez pour durer. Et vous avez besoin, pour durer, pour construire dans la durée, de salariés heureux, motivés, épanouis. Je le dis toujours. Les gens qui pensent qu'un patron se lève le matin pour licencier, ils n'ont jamais mis les pieds dans une entreprise. C'est totalement faux. Et en plus, vous avez un dialogue social dans les PME, TPE qui est propice pour discuter, négocier. Donc nous, on dit, il faut impérativement revenir à l'ambition initiale du texte en remettant un certain plafonnement des prud'hommes. Moi, je pense que c'est nécessaire et surtout en réintroduisant... Vous croyez vraiment que la majorité actuelle va revenir à la barémisation? Mais vous y arrivez comment? Vous y arrivez comment à cette nouvelle version? Eh bien, cette nouvelle version, on va continuer la pédagogie, l'explication de gravure. Nos députés, nos élus doivent
répondre à la question, est-ce que vous voulez sortir le pays de l'ornière? Est-ce que vous voulez créer de l'emploi dans ce pays? Est-ce que vous avez observé le monde qui bouge, le monde qui tourne, la mutation numérique qui arrive, les 150 concurrents que nous avons depuis une trentaine d'années, dont des Taïwanais, des Chinois, des Coréens? La question que je pose à chacun des députés aujourd'hui, de gauche et de droite, c'est que s'ils veulent qu'on s'en sorte, qu'on recrée de l'emploi, il faut qu'ils comprennent, et j'espère qu'une partie l'a compris, qu'il faut absolument redonner de l'agilité, de la souplesse à toutes les entreprises, rendre notre pays attractif. Donc moi je dis, oui, il faut revenir à des mesures pour les TPE-PME qui permettent aux chefs d'entreprise de discuter directement avec ses salariés. Parce que quand vous avez 10 ou 20 ou 50 personnes, vous pouvez le faire. Et deuxièmement, le plafonnement des prud'hommes me paraît indispensable. Ça, d'accord, ça on a compris, c'est le discours que vous tenez auprès des députés. Mais votre discours, votre discours, lui, ne doit-il pas être plus musclé? On a le sentiment quand même que votre opposition au gouvernement est mesurée, alors que vous admettez que le projet de loi doit être revu et corrigé, et qu'en plus il ne satisfait absolument pas les TPE et les PME. Il y avait à votre place Serge Dassault dans Territoire d'Info, qui a jugé que vous n'étiez pas dans une opposition assez constructive au gouvernement. Est-ce qu'il n'y a pas une ambiguïté chez vous sur ce terrain? Je comprends pas, si vous voulez, moi je me bats depuis 2 ans et demi sur 3 choses fondamentales pour les entreprises. C'est le retour à la compétitivité des entreprises. Donc le pacte de responsabilité a été là justement pour un bon début. 40 milliards de baisse d'impôts, c'est pas rien, même si ce n'est qu'un tiers du chemin à parcourir encore. Donc je demande à ceux qui prendront le pouvoir en 2017 de continuer de baisser d'une centaine de milliards la fiscalité sur les entreprises. Deuxièmement, l'histoire de la souplesse et de l'agilité. C'est vrai, si vous voulez, que ça fait 30 ans que ce code du travail a augmenté par tous les gouvernements de gauche et de droite. Donc là, aujourd'hui, et le MEDEF l'a demandé en demandant en novembre l'état d'urgence pour l'emploi. C'est le MEDEF qui l'a demandé. Ensuite, nous avons été à l'initiative de demander un CDI sécurisé, qu'on appelait même un CDI agile, avec nos amis de Croissance Plus, du METI, etc., en décembre. Et cette loi, au départ, de janvier, ce projet de loi, présentait... continue de présenter ce CDI sécurisé qui permet d'être un peu moins dans l'ambiguïté. Les accords offensifs de maintien dans l'emploi, c'est quelque chose qui existe depuis des années sur le bureau des différents gouvernements précédents. Alors, on ne va pas non plus... Du MEDEF, on la comprend bien. Maintenant, quels sont véritablement les nouveaux combats du MEDEF? Parce que pour la version à laquelle vous voulez revenir sur le projet de loi El Khomri, Jean-Claude Mailly a dit Pierre Gattaz joue un double discours, il sort de Matignon, il dit qu'il n'est pas content, et puis quand il est face à Manuel Valls, visiblement, il est satisfait. Mais monsieur Jean-Claude Mailly m'amuse beaucoup, parce que lorsque vous lui posez la question, et j'espère que vous le referez toujours et encore, chaque fois que vous le verrez, est-ce que vous voulez créer de l'emploi dans votre pays? La réponse qu'il m'a fournie à plusieurs reprises, c'est non. Ce n'est pas mon problème. Donc ce n'est pas le problème de l'emploi de Jean-Claude Mailly. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, si vous voulez, le combat du MEDEF, c'est de faire en sorte que le pays revienne au plein emploi. C'est pas 9%, c'est 6% de chômage. C'est le combat du MEDEF. On n'arrêtera pas de demander plus de compétitivité, juste la convergence par rapport aux pays, nos voisins, plus de souplesse de l'agilité sur le droit du travail et plus de confiance, ça veut dire de la simplification. Là, nous sommes sur un projet de loi qui pouvait amener en version 1 cette souplesse, cette agilité nécessaire. Donc vous revendiquez une position qui est résolument modérée parce que vous la dites constructive. Elle n'est pas modérée, elle est grande déception. Ce que je dis, c'est que si on reste en version 2, dans l'état de ce texte, je crains qu'on passe à côté d'un moment important du pays. Je disais que le moment est historique et je pensais en effet que cette loi en version 1 aurait permis de faire l'électrochoc nécessaire pour que TPE, PME, ETI, grands groupes et investisseurs internationaux disent il se passe quelque chose en France, comme ça s'est passé avec le Job Act de M. Renzi en Italie. Ce qu'il faut, c'est ça, et le contrat Rajoy en Espagne. Donc ce que je pense, c'est que si on reste en version 2, c'est-à-dire qu'il y a des bonnes choses, je les ai exprimées, sécurisation des licenciements et le périmètre France, vous savez, qui est aujourd'hui, lorsque vous êtes en difficulté en France sur un groupe international, une filiale, vous ne pouvez pas restructurer votre filiale française si le groupe est profitable, ce qui est une aberration absolue. Lorsque vous êtes un investisseur étranger, vous avez ça, vous n'investissez pas en France. Donc ça, ce dispositif est resté en l'état. Ouf. Bon, vous voyez, donc je dis juste pour finir,
Oui. Néanmoins, si on fait un peu l'addition, CICE, pacte de responsabilité, un code du travail qui n'est pas à la hauteur de ce que vous dites, mais quand même avec un peu plus de fluidité, etc. Est-ce que vous êtes un peu plus optimiste quand même sur 2016 ? Apparemment, les indicateurs ont l'air plutôt de s'améliorer. Est-ce que vous confirmez ça ? On attend par exemple des chiffres de l'INSEE. Est-ce que le moral de vos troupes en fait est meilleur ? Est-ce que l'impression quand même que là, on s'achemine vers plus de création d'emplois en 2016 et peut-être une inversion ? Moi, je vous dis, la courbe du chômage. Il y a encore beaucoup de nervosité au milieu au sein des patrons que je vois, et notamment des plus petites entreprises. Il y a encore des choses comme la pénibilité. Le dispositif pénibilité, si vous voulez, a brouillé les cartes depuis 2 ans et demi. Vraiment. C'est un dispositif insensé, toujours très compliqué. Encore appliqué, hein. Attendez, les décrets sont sortis. Heureusement, il y a une commission de nouveau numéro 3 de simplification. Mais là, si vous voulez, ça induit une nervosité extrême, aussi fort et peut-être plus fort que les 35 heures, la mise en place des 35 heures. Donc je dirais qu'il faut vraiment que le gouvernement comprenne que l'emploi, c'est dans les TPE-PME principalement, et qu'il faut ça va aller enlever... mieux ou pas ? Pardon de répéter ma question. Ça va aller mieux, mais moi je crois que... Vous sentez quand même qu'on va créer un peu plus Encore une fois, si ce texte reste en V2, je pense qu'il n'y aura pas un gros effet sur l'emploi malheureusement, parce qu'on va louper les PME-TPE. Deuxièmement, je pense qu'il faut régler le problème de pénibilité par cette commission. Et troisième point, il y aura peut-être une inversion de la courbe du chômage, mais je pense qu'il faut vraiment donner des signes très forts de confiance. Nous travaillons là-dessus. Nous le disons au gouvernement. Votre version 1 aurait permis de le faire. Donc c'est pour ça que je vais beaucoup insister sur cette version 3, parce qu'elle est de nature à vraiment faire ce déclic, cet électrochoc contre le chômage. Alors justement, Pierre Gattaz, aujourd'hui et demain, vous démarrez votre université du numérique, qui sera clôturée d'ailleurs par Emmanuel Macron. C'est peut-être pas un hasard. Sud Radio et Fiducial en sont partenaires. Pourquoi cette université-là, on est aussi en retard que ça dans le numérique ? Les chefs d'entreprise, ils ont pris la mesure du numérique ? Tout simplement parce que, pour répondre à votre question sur les combats du MNF, nous avons 3 combats défensifs: compétitivité, agilité et confiance. Et nous avons des combats offensifs. Nous voulons aller chercher la croissance. Ça, c'en est un. Ça, c'en est un. Vous avez 3 endroits où vous pouvez chercher la croissance. Le numérique, c'est en retard ou pas ? La mondialisation, deuxième combat, et les filières d'avenir. Dans le numérique, je dirais que il y a des endroits où nous sommes en avance, les start-up, les objets connectés, les autres patrons, ils s'y sont mis. La créativité française est reconnue dans le monde entier. Donc, si vous voulez, nous avons des atouts formidables. Nous avons des mathématiciens de renom. Nous avons une image high-tech qui est assez forte. Et il faut capitaliser là-dessus. Par contre, nous avons un tissu, en effet, d'entreprises, parmi les plus petites, qu'il faut sensibiliser à l'arrivée du numérique. Donc, nous allons passer 2 jours, c'est la 2e édition, pour expliquer à nos TPE, nos PME, nos adhérents, quelle est la révolution dans vos filières, et nous allons faire beaucoup de pédagogie, beaucoup de témoignages de gens de l'économie ancienne, comme on dit, face à des disrupteurs, donc des start-upers qui pourraient bousculer certaines filières. Donc on va faire beaucoup de pédagogie de telle façon à ce que nos TPE, nos PME, nos adhérents comprennent la révolution en cours, l'anticipent, et on en profita aussi pour parler à nos députés et nos élus, de telle façon à ce qu'eux-mêmes comprennent que le travail va changer, qu'il y aura plus de travailleurs indépendants, que l'ubérisation de l'économie, c'est quelque chose qui va peut-être toucher la grande majorité des filières. Il faut aussi que ceux qui nous gouvernent ou qui vont nous gouverner comprennent, et ça veut dire aussi beaucoup d'agilité, beaucoup de souplesse dans nos comportements. C'est le sens de la clôture par Emmanuel Macron. Oui, bien sûr. Emmanuel Macron, justement, il commence à montrer des ambitions et à regarder vers l'Elysée. Il ferait un bon candidat pour le MEDEF, Emmanuel Macron ? Écoutez, il n'y a pas de bon candidat pour le MEDEF. Les meilleurs candidats pour le MEDEF, c'est des gens qui sont pragmatiques, qui acceptent l'économie de marché, qui accepte et assume, qui accepte l'entreprise comme lieu fondamental de création de richesse et d'emploi. Il en fait partie. Et il en fait partie. Il en fait partie. Et encore une fois, ce n'est pas le problème de couleur politique. Moi, ce dont je rêve pour la France, c'est qu'en effet, vous ayez des réformistes de droite et des réformistes de gauche, que vous pouvez appeler républicains d'un côté, démocrates de l'autre, et qu'une alternance sur les 50 prochaines années entre ces 2 partis qui acceptent et assument et protègent et défendent l'entreprise avant tout, comme nous l'avons vu en Angleterre, en Allemagne, dans tous les pays du monde. Alors, dernière question, Pierre Gattaz, justement, au moment des régionales, vous aviez pris position contre le Front National. Oui, donc ça veut dire que vous pourriez à nouveau avoir cette position
s'il y a un risque de Marine Le Pen, soyons clairs, nous allons regarder les programmes économiques de tous les partis, de toutes les extrêmes. Extrême gauche, extrême droite, gauche et droite. Nous allons regarder et nous allons identifier les problèmes. Ce sera purement économique. Moi, ce que je dis, c'est que les programmes politiques de chacun des candidats devront être faits de 80% de programmes économiques. Parce que le problème de l'emploi, ce n'est pas une petite demi-mesure par-ci ou par-là avec lesquelles on va régler le problème. Il faut regarder la fiscalité, beaucoup trop grosse. Il faut regarder les dépenses publiques, 100 milliards de trop. Il faut regarder la simplification du Code du travail. Il faut regarder la simplification des normes. Et le programme des candidats à la primaire vous convient? Primaire de droite, de la droite? Pour l'instant, oui. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est l'exécution. Parce que c'est bien beau de faire des programmes. Maintenant, il faut qu'on ait la garantie que les gens qui vont se présenter sachent exactement, il y aura 6 mois pour réformer ce pays, et il faut qu'ils nous expliquent aussi comment ils vont le faire. Parce que c'est très beau de faire des promesses si on ne sait pas exécuter derrière. L'exécution est fondamentale dans tout ce qu'on vient de se dire. Pierre Gattaz, donc on disait tout à l'heure que vous ouvrez l'université du numérique. Il y a une disparition ce matin, c'est de Serge Kampf, qui était un capitaine d'industrie, fondateur de la première société française de services informatiques. Ça vous attriste? Oui, bien sûr que ça m'attriste. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Grand capitaine d'industrie, grand visionnaire, inventeur de Sogeti à 33 ans, à Grenoble en plus. Passionné de rugby. Passionné de rugby, et surtout il a créé un groupe formidable, Capgemini Sogeti, je crois 150 000 salariés ou plus, et ce concept des SSCI à la française, qui a été à l'origine en effet de toute cette informatique à la française, et ça a été la première révolution digitale quelque part. Donc j'ai une pensée vraiment émue pour lui et pour sa famille. Merci beaucoup Pierre Gattaz, président du MEDEF, d'avoir été l'invité de cette matinale d'info. Dans un instant, on passe à l'analyse de l'actualité et aussi de vos propos dans cette matinale avec les éditorialistes de la presse quotidienne régionale dans un instant. Voilà, aujourd'hui j'accueille Pascal Jalabert, bonjour. Dauphiné, bonjour Pascal, et Hervé Favre de La Voix du Nord, bonjour. Bonjour. Hervé, on démarre tout de suite ce débrief de ce qu'a dit le patron des patrons qui était notre invité ce matin dans Territoire d'Info, Pierre Gattaz. Alors, on évoquait le fait que le MEDEF était déçu, que la CGPME était absolument furieuse, elle, et lui a dit, même redit là tout à l'heure, je suis le patron de toutes les entreprises. Est-ce qu'il arrive à faire passer ce message, Pascal Jalabert ? Pour le moment, c'est un peu compliqué. Ce texte de loi, je crois que le vrai rédacteur, c'est Laurent Berger, le secrétaire national de la CFDT. Donc le gouvernement ne pouvait pas aller à la fois contre les syndicats, contre tous les syndicats. Aujourd'hui, il fait le projet de loi contre une partie du patronat. Quand on est un gouvernement de gauche, se mettre en travers de la CFDT, c'était compliqué. Donc moi, je ne vois pas comment aujourd'hui Pierre Gattaz peut obtenir une version 3 à l'Assemblée, sachant que hier, semble-t-il, les députés socialistes et radicaux ont dit que les aménagements leur convenaient. Hervé Favre, Pierre Gattaz a dit, le combat du MEDEF, c'est le plein emploi, la souplesse et l'agilité. Oui, mais alors le problème de Pierre Gattaz, c'est qu'il a peut-être un handicap de départ. C'est-à-dire qu'il était parti sur la campagne de 1 million d'emplois à condition d'aider les entreprises, d'alléger leurs charges. Bon, le gouvernement a lancé dès le début du quinquennat ce pacte de compétitivité qui a été très contesté sur sa gauche. Et aujourd'hui, objectivement, c'est vrai qu'on n'en voit pas les résultats, parce qu'il y a eu 40 milliards d'allègements sur l'ensemble du quinquennat. Et là, Pierre Gattaz est un peu coincé par cette promesse initiale. Pascal Jalabert, est-ce qu'il ne paie pas un peu, enfin dans l'opinion publique, dans ce qui se dit, ces relations qui est bonne, nouée, entre lui, le Premier ministre Manuel Valls, Emmanuel Macron? On se rappelle du J'aime l'entreprise du Premier ministre l'été dernier, qui avait été très soutenu évidemment par le MEDEF et par Pierre Gattaz. Non, je ne crois pas. Pierre Gattaz fait son travail de représentant des entreprises, des grandes et des moyennes aussi. En revanche, là où le message devient compliqué, c'est que aujourd'hui, le MEDEF a obtenu beaucoup de choses. Le CICE, comme l'a dit Hervé, le pacte de responsabilité. Donc maintenant, il est un peu comme François Hollande. C'est-à-dire François Hollande, il a promis d'inverser le chômage. Lui, il a promis de créer des emplois. Et les Français lui demandent où sont les résultats.
C'est terrible, mais ce débat me renvoie au premier débat que j'ai suivi comme journaliste à Paris. C'était celui de la flexibilité, et c'était avec Yvon Gattaz. On parlait déjà d'emploi à contrainte allégée, et tout ça n'a pas abouti finalement. Et j'ai l'impression qu'on fait du surplace sur cette question. C'est quand même assez désespérant, parce que dès qu'on emploie le mot flexibilité dans ce pays, il y a un blocage, même si on ajoute le terme de sécurité. Pascal Jabert. Oui, c'est pas dans la culture française. On a une culture très code du travail, très centralisatrice. Donc, il faut en effet changer la vision qu'a l'opinion de l'entreprise, où on discute dans l'entreprise avant de discuter à l'extérieur avec des poids lourds syndicaux et patronaux. Alors sur le numérique, on pouvait penser qu'on était au fond assez en avance quand on voit les start-up françaises qui fonctionnent bien, les jeunes Français qui sont partis à San Francisco notamment, à inventer des choses, qui sont revenus. Et au fond, il y a une université aujourd'hui, dont Sud Radio d'ailleurs et Fiducial sont partenaires, avec le MEDEF, qui montre que il faut s'y mettre quand même. Oui, mais bon, je pense que c'est quand même un virage qui est en train de se prendre. Bon, si je prends l'exemple de Lille, on parle beaucoup d'Eurotechnologie, qui est effectivement une pépinière de start-up. Il y a des entreprises très prometteuses. Vous parlez des moyennes entreprises, là, plutôt, des voilà, mais le problème, c'est que ce nouveau secteur de l'économie est-il encore assez créateur d'emplois pour compenser tout ce qu'on perd du côté de l'industrie depuis 10 ans? Voilà, la question qui n'a pas été tranchée, je crois que François Rebsamen, l'ancien ministre du Travail, maire de Dijon, demandait un rapport sur combien le numérique a créé d'emplois et combien il en a détruit dans l'industrie et les autres entreprises. Et là, la question n'est toujours pas tranchée, et surtout, il y a la deuxième étape qui arrive, qui est la robotique, dont on parle peu. Là aussi, il faudra faire les comptes à la fin. Voilà, donc des enjeux importants pour cette université du numérique qui s'ouvre aujourd'hui. Alors, le Sénat s'empare aujourd'hui même de la révision constitutionnelle voulue par le président de la République après les attentats, et devrait réécrire le volet très controversé sur la déchéance de nationalité. Alors, est-ce qu'on pourrait arriver à un compromis, Hervé Favre, pour finir ? Ce débat qui commence cet après-midi, je veux dire, les Français n'y comprenaient rien depuis le début. Je pense qu'ils vont encore moins comprendre. Ils en ont marre. Le Sénat revient donc à l'annonce initiale de François Hollande, et ça n'a aucune chance de passer à l'Assemblée nationale. Donc, est-ce qu'on va rentrer encore dans une nouvelle navette? Alors François voilà, Hollande a dit il va y avoir en tout cas de de nombreuses navettes, Pascal Jalabert. Oui, enfin, moi non plus, parce que là, ce débat tourne au ridicule. On débat depuis 5 mois, une ministre démissionne pour quelque chose qui ne sert à rien. Maintenant, on va dire les choses comme il faut. Est-ce que vous croyez que le terroriste qui a sa ceinture d'explosifs, il va renoncer à aller faire un attentat parce qu'on lui promet la déchéance nationale? Il faut arrêter. Il faut arrêter. L'urgence, c'est de réformer le renseignement, c'est de voir comment on met les moyens sur le terrain. Ça, oui, c'est un vrai débat dont les assemblées devraient se saisir. Mais il faut arrêter avec ces navettes parlementaires sur un sujet qui ne change absolument rien à la question terroriste. Donc ça décrédibilise tout le monde, et l'exécutif, et le travail parlementaire, qu'il soit de gauche ou de droite. Ça fait voilà. Alors là, peut-être la solution de sortie, c'est de ne garder que l'article 1, qui finalement fait un peu consensus. Oui, bon, voilà, François Hollande aurait à moitié réussi. Mais sur la déchéance de nationalité, je crois qu'il faut dire stop. Ouais. Alors, sur la présidentielle, on a appris hier soir, donc Nicolas Dupont-Aignan annoncer sa candidature pour 2017. Vous le voyez faire une performance, Hervé Favre? Très franchement, aux européennes, effectivement, ils ont un peu progressé, mais en 2012, Nicolas Dupont-Aignan a fait 1,8%. Aujourd'hui, sa part de marché, si je puis dire, sur l'éventail politique, elle est quand même prise par Marine Le Pen. Alors évidemment, lui dit qu'il n'a rien à voir avec Marine Le Pen, il représente le gaullisme souverainiste, mais l'électorat, il va quand même aujourd'hui chez Marine Le Pen et pas chez... C'est quand même le signe du lancement de la campagne présidentielle de manière comme très anticipée, Pascal Jalabert. Oui, j'ai vu que la candidate de lutte ouvrière s'était aussi déclarée. Le risque, en effet, pour Nicolas Dupont-Aignan, c'est d'être un peu un lutte ouvrière de la droite, quoi. C'est-à-dire un candidat permanent entre 1 et 2%. C'est vrai qu'il est entre deux poids lourds, que ça va être compliqué de trouver un espace là au milieu. On regarde, si vous voulez bien, vos unes. On va celle du Dauphiné, qui est un sujet d'actualité qui aussi perturbe beaucoup les gens. Hein. C'est le cardinal Barbarin qui nie en bloc. C'est une vraie affaire, ça. C'est une vraie affaire qui pose plusieurs questions. D'abord, le comportement de l'Église face à la justice. Ça se pose pour l'affaire de pédophilie, mais aussi pour d'autres affaires. Ça pose la question de la prescription, parce que c'est quand même des faits graves qu'on ne va pas pouvoir juger. Donc là,
c'est une affaire qui, à Lyon et dans la région Rhône-Alpes et même au-delà, émeut les Français. On a un risque de spotlight, c'est-à-dire ce fameux film sur la protection par l'Église de prêtres pédophiles, enfin la non-dénonciation. On peut avoir un spotlight à la française, puisque les langues se délient petit à petit. Il faudra voir la suite qui est assez inquiétante. La Voix du Nord, démunie face au trafic, et il s'agit du trafic de drogue, hein, avec une photo pour nos amis de la radio d'une équipe de policiers. Oui, c'est le dernier volet en fait d'une enquête qui a commencé avec les dealers et qui aujourd'hui s'intéresse à l'action des policiers qui ont l'impression en fait de combattre des trafics qui se régénèrent aussitôt parce que le trafic de drogue dans les cités est aujourd'hui un métier, il faut bien le dire. Dans La Voix du Nord. Merci Hervé Favre, merci Pascal Jalabert. On se retrouve demain pour une nouvelle matinale d'infos de Public Sénat et de Sud Radio. Bonne journée à tous et à demain.